Quels sont les répertoires de l'action politique aujourd'hui? Alors c'est le dernier chapitre de cette grande partie sur la participation politique et avant qu'on entre dans le détail, j'aimerais faire un rappel de ce qu'on a déjà vu et puis annoncer le plan de ce nouveau chapitre. Reprenons donc ce que nous avons vu dans les deux chapitres sur la participation politique. Dans le premier chapitre, nous avions vu que la culture politique déterminait les attitudes politiques. Autrement dit, sans grande nouveauté par rapport à un programme de première, les normes, les valeurs et les croyances d'un individu déterminent sa manière d'interpréter la vie politique et donc sa manière d'agir politiquement. Les normes et valeurs, quelles qu'elles soient politiques ou non, de toute façon, déterminent la manière d'interpréter l'environnement social, économique, politique et la manière d'agir. Bon. Alors, dans ce chapitre sur les attitudes politiques et la culture politique, nous avions dissocié la culture civique, c'est-à-dire le fait d'aller voter, par exemple, de la culture politique au sens idéologique du terme, avec le clivage droite-gauche, les valeurs des partis. Et nous avions montré que la culture politique d'un individu résultait d'un processus de socialisation primaire, puis de socialisation secondaire. Dans le deuxième chapitre, nous avions étudié plus précisément les comportements politiques du vote, et ce sous deux aspects. L'aspect participation-abstention, l'aspect choix du candidat ou de la liste. Et nous avions montré qu'il existait des forces sociales qui pouvaient déterminer ces deux formes de comportement politique, mais aussi nous avions montré qu'avec la montée de l'individualisme, ces forces sociales pouvaient s'amoindrir et les comportements pouvaient devenir de plus en plus le résultat de choix individuels. C'est d'ailleurs pour cela que se posait la question de la volatilité électorale qui touchait à la fois à la participation et au choix du vote. Concluons cette réflexion sur la participation politique par un dernier petit chapitre sur les répertoires de l'action politique, c'est-à-dire l'ensemble des moyens d'action politique auxquels un individu ou un groupe a accès à un moment donné de l'histoire pour s'exprimer sur le plan politique. Alors ce chapitre ne va pas vous apprendre beaucoup plus de choses que ce que l'on sait déjà. C'est une sorte de conclusion sur les différentes manières d'agir politiquement et on montrera que l'action politique ne se limite pas au vote. La participation politique, je le rappelle, c'est l'ensemble des actions par lesquelles les individus entrent en relation avec le pouvoir, soit sous forme de soutien ou de coopération, soit sous forme d'opposition, soit sous forme d'influence. On retrouve ici ce que l'on a vu lorsqu'on a étudié les organisations politiques. En fait, dans la première partie de l'année, celle qui traitait du système politique démocratique, on étudiait les joueurs et les règles du jeu politique. Dans la deuxième partie de l'année, on étudie les actions qui peuvent être faites par ces joueurs et compte tenu de ces règles du jeu politique. La participation politique peut prendre deux formes. La participation conventionnelle, celle qui est institutionnalisée et légale, ça va être le vote, ça va être le militantisme, et la participation non conventionnelle, c'est-à-dire celle qui vise à perturber le système politique lié à la démocratie représentative. Ce sont des actions qui peuvent être légales, comme les manifestations ou les grèves, mais elles peuvent être aussi illégales, comme les séquestrations de dirigeants d'entreprise, les blocages d'axes routiers, et on mettra de côté le lobbying. Ces dimensions de la participation politique peuvent être exercées à un niveau individuel, le vote ou un boycott, ou au niveau collectif, une manifestation ou un sit-in par exemple.